Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci à tous. Je suis très heureux d'être avec vous une nouvelle fois à Guidel cette année. Ça faisait un bon moment qu'on ne s'était pas retrouvés tous ensemble et je crois que c'est toujours ces moments de famille qui sont extrêmement importants. Je suis très content également parce que cette année, nous avons décidé, le MODEM a décidé d'organiser son événement sur sa première journée sur le développement durable. Et je crois que c'est un signe important. On traverse aujourd'hui dans le monde de nombreuses ruptures, des ruptures qui sont économiques, technologiques, sociales et également, et nous le savons tous, environnementales. L'environnement est un sujet qui est devenu le vecteur numéro 1 des implications et des inquiétudes des citoyens. Et c'est pourquoi nous devons absolument répondre à cette problématique, comme nous le savons, par rapport à l'urgence climatique. Donc j'accueille avec moi pour une première séquence Valérie Masson-Delmotte, que vous connaissez sans doute, qui est paléoclimatologue spécialiste du réchauffement climatique sur la modélisation des climats du passé pour se rendre compte de ce que les climats futurs vont être. Alors Valérie, elle a un parcours qui est exceptionnel. Depuis 2008, elle est directrice de recherche au commissariat à l'énergie atomique. Elle est également coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC depuis 2015, qui est le groupe qui étudie tous les aspects scientifiques sur cette question. C'est quelqu'un qui est reconnu, écouté sur la scène internationale et qui a toujours profité de son aura pour pouvoir vulgariser la question du climat, pour pouvoir défendre la problématique qui existe aujourd'hui. Elle n'a pas hésité également à s'engager sur des positions liées à l'urgence climatique. Alors on se rappelle de l'appel qu'elle a pu co-signer demandant la fin de l'extraction des énergies fossiles. Également en 2018, lors de la crise des Gilets jaunes, elle signe un appel pour appeler à une délibération citoyenne et ça aboutira sur la Convention citoyenne pour le climat. Elle questionne notre modèle économique et notamment la publicité qui, dans un esprit de sobriété, interroge sur est-ce que la tentation d'un côté, la sobriété de l'autre peuvent exister de façon tout à fait harmonieuse. Et enfin, elle demande et elle appelle les autorités publiques à s'engager pour adapter notre société contre le réchauffement climatique et surtout pour prendre en compte la difficulté des plus faibles dans cette problématique. Bonjour Valérie. Bonjour. Donc Valérie est avec nous en visioconférence aujourd'hui. Valérie, moi je vous propose peut-être de nous exprimer un petit peu les résultats du dernier rapport du GIEC. Il y a eu pas mal de conclusions et vous avez beaucoup travaillé sur le sujet. Oui, merci infiniment de cette occasion de vous présenter l'état des lieux scientifiques vis-à-vis de ce climat qui change et avec lequel nous vivons. Je précise qu'un rapport du GIEC, c'est rédigé par 234 scientifiques de 65 pays, dont 12 climatologues brillants français, des centaines de contributeurs, des milliers de relecteurs. Et c'est l'examen critique des éléments de connaissance de plus de 14 000 publications scientifiques qui étayent ces quelques conclusions que je vais vous résumer. Et donc l'état des lieux s'appuie sur les progrès issus des observations, de la compréhension des processus, de la modélisation du climat global et régional, de l'étude des climats passés. Et nous avons donc une connaissance de plus en plus précise du fonctionnement du climat de la Terre, de l'influence humaine sur celui-ci, et des évolutions futures en réponse aux choix que nous pouvons faire. Nous savons mieux que jamais comment le climat a évolué dans le passé, comment il change actuellement et comment il peut évoluer à l'avenir. Alors d'abord, où en sommes-nous aujourd'hui ? Il est clair que les activités humaines sont à l'origine du changement climatique en cours. Notre meilleure estimation, c'est que la totalité du réchauffement, nous en sommes à 1,1 degré sur les derniers 10 ans par rapport à la fin du 19e siècle. Donc la totalité de ce réchauffement est due aux conséquences des émissions issues des activités humaines. Le réchauffement dû à l'effet de serre, en particulier le dioxyde de carbone, le méthane et d'autres gaz à effet de serre, étant partiellement masqué par le refroidissement dû aux particules de pollution. Les changements climatiques récents sont généralisés, rapides et s'intensifient.
Ils sont sans précédent depuis des milliers d'années. C'est vraiment une situation de rupture. L'élévation du niveau des mers, qui est importante pour le littoral, en métropole, dans les outre-mer, s'accélère. Ça a monté de 20 cm au cours du XXe siècle. Ça monte aujourd'hui au rythme de 3,7 mm chaque année parce que au gonflement de l'océan qui se réchauffe, à la fonte des glaciers, s'ajoute une perte croissante du Groenland et de l'Antarctique. Et puis le changement climatique d'origine humaine affecte chaque région de la Terre, en Europe et ailleurs, de multiples façons. Des tendances, mais aussi des extrêmes qui sont plus fréquents, plus intenses, en particulier les vagues de chaleur, les épisodes de fortes précipitations, les sécheresses, tout particulièrement autour de la Méditerranée, et puis aussi les conditions météorologiques chaudes et sèches propices aux incendies. Et on l'a vu cet été. Alors quelles sont les évolutions futures possibles ? Ce qui est important à comprendre, c'est que chaque fraction de réchauffement supplémentaire compte, et les changements que nous subissons partout s'accentueront avec la poursuite du réchauffement. Nous avons scientifiquement fortement réduit notre plage d'incertitude associée à la réponse du climat aux émissions de gaz à effet de serre à venir. Alors la première chose importante, c'est que si on mettait tout à zéro demain, il n'y aurait quasiment pas plus de réchauffement. Ce qui va se passer à l'avenir, ça ne dépend pas des émissions passées. Nous avons une responsabilité historique, bien sûr. Mais l'évolution de la température à venir va dépendre des émissions de gaz à effet de serre à venir. Néanmoins, il y a une inertie dans nos infrastructures, dans les véhicules qui fonctionnent aujourd'hui, dans les systèmes de chauffage, dans les usines, les centrales thermiques qui existent aujourd'hui. Et donc, dans tous les scénarios d'émissions que l'on envisage, même en cas de forte baisse d'émissions de gaz à effet de serre, on continuera à avoir des émissions, mais décroissantes, année après année. Et donc, dans tous les cas, la température à la surface du globe, elle va continuer à augmenter au moins quelques décennies. Donc, nous évaluons qu'un niveau de réchauffement planétaire d'environ 1,5 degré, l'une des aspirations de l'accord de Paris sur le climat, contenir le réchauffement à un niveau aussi bas, mais ce niveau-là sera atteint au cours des prochains 20 ans, en moyenne sur une vingtaine d'années. Et à moins de réduire vraiment considérablement les rejets de gaz à effet de serre, et en particulier de dioxyde de carbone, dans les années à venir, dans les décennies à venir, ce niveau sera ensuite dépassé. Si on prend les promesses faites par les États en 2015, au moment de la signature de l'accord de Paris sur le climat, et leur réactualisation la semaine dernière, ces promesses impliquent en fait une stagnation, dans le meilleur des cas, des émissions de gaz à effet de serre entre maintenant et 2030, c'est-à-dire si toutes ces promesses se réalisent pleinement. Si les émissions de gaz à effet de serre stagnent au niveau actuel, quelques décennies, alors on va dépasser 1,5 degré et puis 2 degrés autour du milieu de ce siècle. Et si ces promesses impliquent une stagnation et pas davantage, on s'attend à un réchauffement de l'ordre de 2 à 3,5 degrés à la fin de ce siècle, selon les connaissances actuelles. Donc j'ai précisé de nombreux changements s'amplifient en relation directe avec le niveau de réchauffement climatique. C'est le cas de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur, sur Terre comme en mer, des fortes précipitations, des sécheresses, en particulier autour de la Méditerranée, de la proportion des cyclones tropicaux les plus intenses, mais aussi du recul de la glace de mer près du pôle Nord, de l'enneigement en moyenne montagne ou près des pôles, et puis du dégel des sols gelés, près de l'Arctique ou en montagne. Nous avons des choses beaucoup plus fines sur le lien entre climat et eau. Un climat plus chaud intensifie le cycle de l'eau et sa variabilité. Une atmosphère plus chaude peut contenir 7% de plus de vapeur d'eau, mais une atmosphère plus chaude, elle favorise l'évaporation, la transpiration des sols, elle vide plus vite les sols de leur humidité. Avec un climat qui se réchauffe, on s'attend à des événements et des saisons climatiques très humides ou très sèches, plus variables. Et donc des répercussions aussi sur la gestion de l'eau, le risque d'inondation ou de sécheresse. Il est important de comprendre aussi que de nombreux changements liés aux émissions passées et futures de gaz à effet de serre sont irréversibles, donc déjà on ne peut pas revenir en arrière. Et puis l'océan profond va continuer à s'ajuster pendant des siècles. Le Groenland, l'Antarctique vont continuer à s'ajuster à des échelles de siècles et de milliers d'années. La montée du niveau des mers, elle est irréversible. Elle va se poursuivre. Le niveau des mers va continuer à s'élever, mais le rythme, l'amplitude de cette élévation au fil des siècles dépend profondément de ce qu'on va faire en termes d'émissions de gaz à effet de serre. En cas de forte diminution, ça pourrait être 50 cm de plus en 2100 par rapport à 1990. En cas de forte hausse des émissions de gaz à effet de serre, ça pourrait être de l'ordre du mètre,
à la fin de ce siècle, mais dans tous les cas, ce sera plusieurs mètres sur les siècles suivants. Plus on agit, plus on limite la vitesse de montée du niveau des mers, plus cela laisse le temps pour l'adaptation sur l'ensemble des littoraux mondiaux, où vivront en 2050 plus d'1 milliard de personnes. Et puis, les événements extrêmes liés au niveau de la mer, quand vous avez une marée haute et une forte tempête, en plus de cette hausse graduelle, ils vont se produire de plus en plus fréquemment, ce qui augmente la fréquence et la gravité des inondations côtières, si on n'agit pas pour s'en protéger, et aussi l'érosion des côtes sableuses. Ce que j'essaie de vous faire passer, c'est que notre rapport fournit de nombreuses informations pour évaluer les risques, en appui à l'adaptation pour l'Europe comme pour toutes les régions du monde. Avec la poursuite du réchauffement climatique, chaque région va connaître un ensemble de changements simultanés et multiples, de changements physiques dans le système climatique, des tendances, des extrêmes, des valeurs qui peuvent dépasser les seuils de tolérance pour les cultures, pour les animaux d'élevage, même pour la santé humaine, pour le travail physique en extérieur. Et ces changements seront plus étendus et plus prononcés avec chaque fraction de réchauffement supplémentaire. Alors en Europe, qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, ça veut dire des seuils de chaleur critiques pour la santé, pour les activités agricoles, qui seraient fréquemment dépassés si le niveau de réchauffement planétaire est de plus de 2 degrés. C'est aussi une augmentation des pluies au nord de l'Europe, au nord de la France, mais une baisse des pluies, en particulier en été, autour de la Méditerranée et en Europe de l'Ouest, avec une augmentation attendue des records de précipitations, mais aussi une augmentation des sécheresses agricoles, celles qui touchent l'humidité des sols, avec le niveau de réchauffement planétaire. Alors du point de vue purement de la physique du climat, comment est-ce qu'on peut limiter le changement climatique ? Chaque tonne d'émissions de CO2 contribue au réchauffement de la planète. C'est le premier facteur aujourd'hui du réchauffement. Ça modifie la photosynthèse. C'est responsable aussi de l'acidification de l'océan. Pour limiter le réchauffement climatique à quelque niveau que ce soit, il faut parvenir à limiter le cumul du total des émissions passées, présentes et futures de dioxyde de carbone et atteindre le plus vite possible des émissions de dioxyde de carbone liées aux activités humaines qui sont à 0 net. Tant que ce ne sera pas le cas, le climat continuera à dériver. Et puis, il est nécessaire aussi de réduire les émissions des autres gaz à effet de serre. Nous soulignons l'intérêt à agir sur les émissions de méthane. Donc c'est un gaz à effet de serre puissant, c'est le deuxième facteur aujourd'hui du réchauffement, et il contribue aussi à augmenter la concentration d'ozone près de la surface, là où nous respirons. Vous le connaissez par l'effet des pics d'ozone qui sont néfastes pour la santé, mais aussi pour les cultures, pour les écosystèmes. Et donc des réductions importantes des émissions de méthane permettraient à la fois de limiter le réchauffement à court terme, parce que quand on l'émet, il reste seulement une dizaine d'années dans l'air, mais aussi améliorer la qualité de l'air. Vous voyez en fait que nous apportons aussi de bonnes nouvelles au sens où une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre, pas simplement temporaire comme en cas de mesures de confinement, mais durable année après année, par des transformations structurelles, ça entraînerait en quelques années des effets discernables sur les teneurs en gaz à effet de serre, sur les teneurs en aérosol, sur la qualité de l'air. Et puis, pour l'évolution de la température à la surface de la Terre, compte tenu de la variabilité naturelle du climat, on en verrait les bénéfices sur une vingtaine d'années. Donc, il est possible de ralentir les changements irréversibles, comme la montée du niveau des mers, et d'arrêter l'intensification des événements extrêmes en agissant sur les causes du réchauffement et en le limitant. Peut-être le message le plus clair que nous indiquons, c'est que le climat que nous connaîtrons à l'avenir dépend des décisions que vous prenez maintenant, profondément, des décisions qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, avec tout un enjeu de transition juste, mais aussi des décisions qui visent à utiliser ces connaissances scientifiques pour la gestion de risques, pour l'adaptation, pour réduire notre exposition et notre vulnérabilité aux aspects inéluctables du changement climatique. J'espère que cette brève présentation vous donnera envie de prendre connaissance de notre résumé à l'intention des décideurs, pour l'instant en anglais sur le site ipcc.ch, d'utiliser notre atlas interactif qui permet de visualiser l'information climatique à l'échelle régionale, de récupérer les données, d'utiliser nos synthèses régionales pour les montagnes, pour l'Europe, pour les petites îles, pour l'océan, pour les zones urbaines, et d'utiliser ces connaissances pour éclairer vos décisions. Merci beaucoup Valérie, merci beaucoup. Ce que vous exprimez très bien également, c'est
Donc on peut agir en tant qu'autorité publique, on peut agir en demandant également à tous les acteurs de la société de répondre drastiquement à cette urgence. Ce que vous évoquez également, alors là vous ne l'avez pas exprimé, et je crois que c'est un point très important de la question de l'environnement, c'est la biodiversité. Et les études montrent que la réaction, l'action sur le climat, l'action sur les gaz interagissent également de façon très positive vis-à-vis de la biodiversité. Oui, donc l'équivalent du GIEC pour la biodiversité s'appelle l'IPBES. Vous avez certainement aussi entendu parler de leur travail, avec des points de préoccupation très importants par rapport à la perte de biodiversité, par rapport à ce qui touche de nombreux écosystèmes. Alors il y a de nombreuses intersections avec un climat qui change. Donc plus le climat change, plus la vitesse du changement climatique est importante, plus cela va exercer un stress supplémentaire en plus des pressions locales sur l'ensemble du vivant. Alors je peux donner un exemple, l'océan, qui n'est pas forcément visible pour tous, mais le changement climatique pour l'océan, c'est des vagues de chaleur marine plus fréquentes, ce qui pèse sur de nombreuses espèces marines, alors certaines emblématiques, les récifs de coraux tropicaux, mais aussi qui affectent l'aquaculture par exemple. C'est également un océan qui se mélange moins bien et ce qui conduit à amener moins d'oxygène en profondeur dans l'océan. C'est un océan qui s'acidifie en captant une partie de nos rejets de dioxyde de carbone, avec déjà une baisse du potentiel de prise de pêche dans les régions tropicales. Donc vous voyez que limiter l'ampleur du réchauffement climatique, c'est important pour la vie marine et puis toutes les sociétés humaines qui en dépendent. Et c'est la même chose sur les continents avec des effets multiples. Et puis il y a des points de vigilance, c'est-à-dire certaines solutions vis-à-vis du changement climatique qui peuvent être fondées sur la nature auront de multiples bénéfices. Par exemple, restaurer les écosystèmes côtiers qui stockent du carbone, qui permettent de limiter l'effet des tempêtes et l'érosion des côtes. On a de multiples bénéfices. Mais dans d'autres cas, si par exemple on veut agir pour le climat en augmentant la pression sur les terres, par exemple en utilisant de l'énergie de la biomasse pour se substituer à d'autres sources d'énergie, là, on risque d'exercer en fait des pressions croissantes pour, par exemple, détruire des forêts primaires, les remplacer par des cultures, et c'est un point de vigilance particulièrement important. Il y a eu un atelier de réflexion croisée, climat, biodiversité, qui a rendu un ensemble de recommandations très nettes pour au mieux prendre en compte ces deux dimensions, vraiment dans l'optique d'un développement soutenable et pour éclairer chacun des choix, à la fois à l'angle climat, mais aussi à l'angle de la pression sur les terres et de la biodiversité, bien sûr. Alors, le temps avance. Je vous propose de prendre 2 questions dans la salle et ensuite on enchaînera sur la table suivante. Alors, il y a un micro, je pense, dans la salle. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez une question? C'est toujours la première question la plus sensible. Il y en a une là-bas? Ça arrive. Bonjour. Ma question, c'est comment se fait-il que quand on tient ces discours pour la réduction des gaz à effet de serre, on donne l'impression que c'est notre action uniquement en France, en oubliant la Chine et les États-Unis. Juste un petit effet, dans le rapport du GIEC, il était dit que la France représente 1%. C'est-à-dire qu'en gros, si on rase la France, plus l'industrie, on tue tous les animaux et les humains, ça fait rien, globalement. Donc pourquoi on ne parle jamais de la dimension internationale ? Alors d'abord, ce rapport du GIEC n'aborde en rien les émissions de gaz à effet de serre de tel ou tel pays. Par contre, c'est très clairement le cas dans les évaluations qui sont faites par le Haut Conseil pour le climat, dont je suis membre. Si on prend les émissions de gaz à effet de serre en France, donc on est à peu près 1% de la population mondiale, et qu'on regarde par habitant quelles sont les émissions en France, c'est de l'ordre de 6,5 tonnes de gaz à effet de serre chaque année par personne et par an en France sur le territoire national. Mais quand on vit en France, on exporte et on importe. Et quand on fait ce bilan net, notre empreinte par rapport à la manière dont on vit en France est beaucoup plus élevée, 50% de plus. On est quasiment à 10 tonnes de CO2 équivalent d'empreinte liées aux émissions de gaz à effet de serre de la manière dont on vit en France. Donc c'est largement plus élevé que la moyenne planétaire, première chose.
Et donc notre contribution est plus élevée que ce qu'on attendrait si on était dans la moyenne planétaire. Deuxième chose, la question des émissions de gaz à effet de serre, elle se pose pour chaque pays partout dans le monde. Bien sûr, elle ne se pose pas qu'en France, mais elle se pose partout, à l'échelle de chaque personne, à l'échelle de chaque pays. Et si l'on veut réduire de manière importante les rejets de gaz à effet de serre, il est important que chaque pays y contribue. La deuxième chose, c'est que la France s'est dotée d'objectifs ambitieux alignés avec l'accord de Paris sur le climat dans le cadre d'une stratégie nationale bas carbone depuis 2015. Elle a échoué à tenir son premier budget carbone et le rythme actuel de baisse des émissions purement sur le territoire français est 2 fois plus faible que ce à quoi elle s'était engagée hors contexte de la pandémie. Troisième point, nous avons également une responsabilité historique par le cumul des émissions de dioxyde de carbone. C'est le premier facteur du réchauffement planétaire. Et si on prend la somme des émissions de CO2, depuis 1750 jusqu'à aujourd'hui, la France est le 8e pays qui a eu les plus grosses émissions de gaz à effet de serre dans l'histoire. Pour cet ensemble de raisons, il est important de réfléchir, pas simplement à se dire « nous ne pesons que 1%, mais à se dire « nous pesons davantage que la moyenne planétaire, nous avons la capacité à agir. Si nous agissons, nous allons avoir de multiples bénéfices, améliorer la qualité de l'air, par exemple, ce qui est important pour la santé publique. Nous allons créer des activités économiques compétitives. Nous ne serons pas les derniers à avoir des entreprises porteurs de solutions, mais nous serons aux avant-postes de cela. Et je pense que c'est une autre manière de regarder notre responsabilité et notre capacité à agir. Et je termine en soulignant que cette question, nous ne pesons que 1%, cela fait partie d'un ensemble de perspectives qui souvent reflètent des discours d'inaction. Des discours d'inaction, c'est se dire pourquoi moi je devrais agir si les autres n'agissent pas? Ou je vais attendre qu'il y ait des technologies de rupture plutôt que déployer ce qui existe aujourd'hui. Ou bien se dire je vais attendre qu'il y ait des politiques publiques parfaites plutôt que commencer et accélérer l'action. Et donc c'est important de ne pas simplement avoir un discours qui justifie l'inaction, mais aussi de comprendre, compte tenu de là où on en est maintenant, comment on peut agir. La France, elle a une électricité essentiellement décarbonée, pas complètement, mais essentiellement décarbonée. Ça, c'est critique de le conserver. On a été aux avant-postes pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le climat. Dans les années 70, ce n'était pas pour le climat qu'on l'a fait, c'était pour des questions d'indépendance énergétique en particulier. Ça, c'est important de le conserver, mais ça veut dire que chez nous, agir, c'est d'abord le secteur des transports, 30% des émissions, puis à peu près à part égale, l'industrie, le bâtiment, l'agriculture. C'est plus diffus, c'est plus délicat, mais tous les autres pays vont avoir à faire avec la baisse des émissions de gaz à effet de serre de ces secteurs. Et si on le fait bien, si on construit des entreprises innovantes qui maîtrisent ces savoir-faire, ce sera vraiment un avantage compétitif, bien sûr. Et ça créera des emplois non délocalisables, ce qui est également important. Et n'oublions pas toutes les interactions qui peuvent exister entre notre pays et les pays du monde, avec notamment au commerce international, si on pense à la Chine, bien sûr. Est-ce qu'il y avait une deuxième question dans la salle? Alors j'en vois une par ici. Bonjour à toutes et à tous. Ma question elle va être très rapide. Est-ce qu'on a une idée des flux migratoires qu'il va y avoir au niveau de la planète dû à ce réchauffement et les littoraux qui disparaissent? Merci. Alors, c'est une question qui est vraiment importante et qui est délicate. J'étais il y a 2 jours à un colloque organisé par l'Université de Chicago et le Collège de France sur la question des migrations climatiques. Je ne sais pas si les actes ou les conférences de ce colloque seront publiques. Donc, tel que je le comprends aujourd'hui, la plupart des flux migratoires dans le monde ne sont pas aujourd'hui pilotés par le climat. Ils proviennent essentiellement soit de pays pour lesquels il n'y a pas d'État, l'Afghanistan, la Syrie, la Somalie, Haïti, etc. Donc pas d'organisations qui permettent de répondre aux besoins de base des gens. Et puis ils proviennent aussi de pays qui sont à un niveau de développement intermédiaire où une partie de la jeunesse qualifiée aspire à avoir des opportunités d'emploi et cherche à quitter ce pays tout en apportant en fait des revenus pour la famille restée dans ces pays. Alors, dans un climat qui se réchauffe, bien sûr, avec la montée du niveau des mers, les événements extrêmes qui peuvent affecter, par exemple, l'insécurité alimentaire, ce peut être un facteur supplémentaire de déplacement. Souvent, cela risque d'être des déplacements internes au sein d'un propre pays, donc des gens qui n'ont pas de récolte, qui vont quitter les zones rurales et rejoindre la périphérie des villes avec des habitats précaires. Les gens, en fait, on le voit déjà d'ailleurs dans certains pays, sur le littoral, on voit que les gens qui ont des revenus
qui se déplacent un peu plus à l'intérieur des terres, et puis ceux qui restent sur la frange la plus exposée aux aléas, vraiment à proximité immédiate du niveau des mers, sont les plus précaires, les plus fragiles. Donc cela fait partie des points qui sont, je pense, importants, qui font partie des risques liés au climat. Et au-delà de ce rapport que je décrivais sur les bases physiques, il y a bien sûr un état des lieux qui a été fait ces dernières années sur d'autres dimensions de risque. J'ai souligné les enjeux pour la sécurité en eau, qui sont particulièrement importants dans les zones de climat méditerranéen et semi-aride. Il y a des enjeux très importants en matière de sécurité alimentaire également, en fonction à la fois du niveau de développement, du niveau de réchauffement, mais aussi du type de développement que l'on choisit. Et ce que je veux souligner par là, c'est qu'il est possible d'agir à la fois en maîtrisant le réchauffement climatique, mais aussi par les choix en matière de développement, la lutte contre l'extrême pauvreté, la maîtrise du type de demande alimentaire peut permettre de renforcer la sécurité alimentaire, même si la population mondiale va continuer à augmenter ces prochaines décennies. Donc ce n'est pas seulement une histoire de climat, c'est beaucoup plus profond, le fait de parvenir à limiter ces risques croisés. Merci beaucoup Valérie. Je propose qu'on continue et qu'on commence notre table ronde écologie humaniste. Je vous propose d'applaudir une nouvelle fois Valérie. Merci pour sa participation. Valérie, si vous le souhaitez, vous pouvez rester avec nous et écouter ce débat. J'appelle à me rejoindre sur la scène Erwan Balanan, Aude Luquet, mais je crois qu'elle est un petit peu en retard, Jimmy Pahin, Bruno Millienne et Richard Ramos. Merci. Aude nous rejoindra dès qu'elle sera arrivée dans la salle. Donc on a une table très masculine, désolé. Aude basculera un petit peu, voilà. 5 députés du MoDem qui portent ce que je crois être important pour notre famille, c'est-à-dire cette écologie humaniste que nous prônons depuis 2007. Chacun d'entre eux porte cette image et porte des sujets importants. Donc je vais appeler chacun en fait à proposer voilà, sa vision, et ensuite on pourra avoir un échange avec la salle. Donc tout d'abord, Jimmy Pahin, qui est ancien skipper, journaliste sportif, député de la 2e circonscription du Morbihan, alors on est chez lui, également membre de la commission du développement durable et de l'aménagement. Alors il met toutes ses compétences liées au monde maritime, à la mer, dans son travail au niveau du Parlement. Et je voudrais voilà, lui proposer d'exprimer un petit peu sa vision, notamment de la question des océans aujourd'hui. Est-ce que c'est un thermomètre climatique, et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Merci David, et puis de me donner le micro pour quelques instants. Effectivement, et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment pris en compte au plus haut sommet de l'État. Le président de la République ne manque pas une intervention, que ce soit au G7, que ce soit à l'UICN, que ce soit aux assises du monde maritime. Pour parler de l'océan, il a mis en place un ministère de la mer. Donc on est vraiment préoccupé, et on sait qu'on dit souvent qu'une respiration sur 2 vient de l'océan. Et Madame Delmotte a parlé tout à l'heure du rapport du GIEC maritime qui a été fait il y a 2-3 ans. 2 choses, tout est quand même préoccupant. Le réchauffement de l'eau, donc ça veut dire qu'il y a une montée de la faune et de la flore qui monte. On n'avait jamais vu des thons rouges en Atlantique il y a quelques années. Maintenant, on en voit. L'acidification des océans. Et ça nous embête un petit peu, ça nous embête énormément, parce que c'est le plancton. Et le plancton, c'est la base de l'écosystème. Voilà. Du vivant. Le dérèglement climatique aussi, tu sais, parce qu'en fait, nous, dans l'hémisphère nord, le dérèglement climatique, le schéma est assez simple, en fait. C'est l'Alizé
qui se fait du côté de l'Afrique, et qui reprend un petit peu le Gulf Stream, et le Gulf Stream qui est un courant qui gère très très bien les températures, et on sent qu'il y a des dérèglements au niveau du Gulf Stream, un petit réchauffement du Gulf Stream, des ouragans bien plus fréquents dans les pays, sur l'arc antillais, et puis des tempêtes parfois un peu plus violentes. Alors, moi, ce ne sont des décisions qui ne se prendre qu'à l'échelle internationale, quoi. Et le président de la République, dans son discours de Biarritz, avait soumis, Aude, avait soumis une proposition très simple. Le président de la République avait soumis une proposition très simple qui était la réduction de vitesse des navires de commerce. Tous les navires de commerce qui ne transportent pas des denrées périssables pouvaient réduire un petit peu leur vitesse, d'autant qu'il y en a tellement et ils sont tellement en attente le long des ports que ça nous permettrait de faire une économie de 40 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Et ça, je sais que c'est un combat sur lequel le président de la République se bat et sur lequel notre haut commissaire au plan également, François, se bat. Il est en échange fréquent avec les armateurs de France pour que cette idée soit portée au niveau de l'OMS, qui est l'Office maritime de l'OMI, de l'Office maritime international. Donc voilà ce qui est fait. Nous, au MODEM, où est-ce qu'il est, Patrick Mignola, là, que je lui rappelle quand même qu'on a quand même porté une proposition de loi pour essayer de trouver un statut juridique à ce qu'on appelle la haute mer, à tout ce qui est au-delà des 500 000, et pour l'instant n'a pas de statut juridique tout ce qui est au-delà tout ce qui est au-delà des 500 000. Et nous avions proposé au MODEM une résolution, une PPR, afin que ce soit porté sur le plan politique, parce que c'est la seule discussion qu'il y a actuellement à l'ONU, cette négociation du BBNJ, donc de cette portabilité sur la haute mer. Et voilà un petit peu ce que j'avais à dire, mais l'océan, il faut le regarder de très près, parce que c'est un capteur de carbone capital. Alors il y a des bonnes nouvelles, hein. Il y a des bonnes nouvelles, et après j'arrête. Il y a cette demande du président de la République d'air protégé terrestre et marine à objectif de 30% et de 10% forte, et de 5% en Méditerranée avant 2027. Ça a été annoncé au congrès de l'UICN. Et puis, moi j'étais hier à Nantes, à un atelier où on nous racontait que la qualité des eaux de ports de plaisance méditerranéens était bien meilleure maintenant qu'il y a 30 ans. Donc il y a quand même des efforts qui sont faits. Il faut qu'on aide nos pays voisins. On en parlera demain. Le plastique est une vraie catastrophe. Il faut qu'on aide nos pays voisins à mieux gérer leurs déchets et à ce que la Méditerranée puisse se régénérer régulièrement. Voilà en gros l'importance de l'océan. Et je suis très gêné de parler après Madame Delmotte. Et vous dire aussi, Madame Delmotte, je ne sais pas si vous êtes encore là, mais on a quand même 3 outils fantastiques. On a ce GIEC. Ce GIEC, c'est 200 chercheurs au monde, ne publient que si les 199 autres sont d'accord sur leur publication à la virgule près. Donc ce sont des gens qui savent ce qu'ils font, il faut qu'on les écoute. Et puis on a 2 outils qui ont été fantastiques, hein. On a le Grenelle de l'environnement. On me dit, j'ai une petite dame qui s'appelait Madame Gauthier, c'est pas une petite dame, c'est une dame qui s'appelait Madame Gauthier, qui était directrice du conservatoire du littoral, qui me disait, mais Jimmy, nous avons tout avec le Grenelle de l'environnement et les accords de Paris. Donc il faut qu'on se tienne à ça. Bruno vous en parlera tout à l'heure. On a passé une loi superbe. Qui est la loi anti-gaspi économie circulaire. Et ils vont en parler. Ils vont en parler et il faut que les décrets suivent. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et dernière petite chose, vous dire que Belle-Île-en-Mer a proposé au président de la République d'accueillir le One Ocean Summit qui se tiendra en janvier et février. Et je trouve que ce serait un très très beau symbole que de le faire à Belle-Île. Merci beaucoup, Jimmy. Alors ça rigole sur la table parce que... Applaudissez, vous pouvez l'applaudir. Ça rigole sur la table parce qu'on a ici 5 causeurs. Alors ils parlent tous beaucoup et on va essayer de tenir les temps. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, l'introduction de Valérie était très intéressante parce qu'elle permet de comprendre la problématique qui existe aujourd'hui
Et ensuite, on a l'application que j'ai voulu de façon, on va dire, un peu graduelle, c'est-à-dire du global, l'océan, au plus local. Donc je propose maintenant à Erwan Balanant, qui est député de la 8e circonscription du Finistère, alors nous sommes voisins presque, qui est membre de la commission des lois, de la délégation aux droits des femmes, et qui a été rapporteur sur le projet de loi de la climat et résilience, donc l'application d'un projet citoyen, d'une convention citoyenne. Donc là on est sur du national, voire même au-delà, et je propose à Erwan de nous parler un petit peu justement de comment on applique des discussions et des résolutions citoyennes dans la loi. Oui, alors merci David, merci à tout le monde. Alors tout à l'heure, j'étais pas du tout en retard, hein, pour ceux qui m'ont chambré, j'étais juste avec la ministre et nous étions en visite ministérielle dans ma circonscription. C'était pas du tout un retard de ma part. Alors sur la question de l'environnement et sur la question qui nous préoccupe, définir une écologie humaniste, c'est quoi? C'est important que notre mouvement le définisse. Et tu me lances sur la Convention citoyenne. Vous avez vu la Convention citoyenne, volonté du président, volonté aussi d'un certain nombre de parlementaires qui souhaitaient que cette convention se mette en place. Et on a vu que cette convention qui s'est tenue pendant presque 10 mois, qui a fait un travail monstrueux, a fait un certain nombre de propositions, des propositions parfois fortes, radicales, la plupart utiles et la plupart à mettre en œuvre, n'ont pas toujours été mises en œuvre exactement à la lettre comme l'auraient imaginé les conventionnaires. Et ça a pu créer un peu de tension largement, évidemment, instrumentalisée par nos oppositions. Mais enfin, le constat, il est là, c'est que ce texte de la Convention climat est le texte des démocraties, de toutes les démocraties, le texte le plus avancé sur la protection de l'environnement et sur la protection, enfin sur le cap pour décarboner. Alors, est-ce qu'on a été assez loin ? Sans doute pas, puisque Madame Masson-Delmotte l'a dit, on partait de tellement loin et on a pris tellement de retard, puisque les questions de climat, si on s'y était engagé il y a 30 ans, on aurait certainement moins de préoccupations maintenant. Mais ce que je veux dire par là, si on veut réfléchir à la définition de ce que pourrait être une écologie humaniste, déjà je pense que c'est une écologie de gouvernement. Et j'entends dans les débats des gens que je côtoie depuis longtemps, les écologistes, qui nous disent qu'il faut que ça soit radical. Et certains qui disent ça ne peut pas être une écologie de gouvernement. Mais si ce n'est pas une écologie de gouvernement, ça veut dire qu'elle ne va pas se faire. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de décision politique prise autour de cette écologie. Et nous, c'est une des différences que nous avons. Nous voulons que cette écologie, elle soit réelle et que les décisions existent et que des lois les encadrent. Si on dit il faut être radical et l'écologie ne peut pas être de gouvernement, je suis désolé, on arrive très vite à une impasse, c'est-à-dire qu'on ne va rien faire. Et nous, justement, nous voulons faire. Alors, comment on peut faire ? Déjà, on a l'outil du GIEC. Et l'outil du GIEC, il nous dit quelque chose qui est très simple. Et il faut que tout le monde l'ait en tête. Baisser nos émissions carbone est non négociable. C'est non négociable. Et une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Et tout le travail maintenant, et ça sera le travail que nous allons mener tous ensemble, les militants engagés, et je remercie David, parce que David, avec Démocrates pour la planète, il fait un super boulot auprès des militants, pour justement faire remonter la force militante sur ces questions-là. Nous, le parti, les parlementaires, eh ben, il faut qu'on soit force de proposition. Et les forces de proposition, c'est d'être très sérieux quand on travaille autour de l'écologie. On a quelque chose qui est non négociable, baisser nos émissions carbone. Maintenant, comment on le fait ? Eh ben, on le fait avec sérieux et il faut, moi c'est un projet et un combat que je porte et la plupart de mes collègues également, il nous faut des outils d'évaluation des politiques publiques. Comment, si on n'évalue pas les décisions que l'on prend sur tel ou tel sujet de décarbonation, si on ne sait pas quel gain carbone ça nous fait, telle mesure nous fait gagner combien de carbone, telle autre nous en fait perdre, et tout ça, il faut avoir des outils de pilotage. On a un outil de pilotage macro qui est le GIEC, et maintenant il faut que dans notre pays, on ait ces outils d'évaluation. C'est pour ça que moi je prône pour qu'on ait
et j'ai déposé une proposition de loi sur le sujet, une évaluation climatique des lois, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une loi qui a en capacité d'avoir un impact, on ait les outils d'évaluation de cette loi. Ça, c'est le point extrêmement important. Et puis, on a un point, et je l'ai laissé mes camarades en parler, l'idée qu'on a portée pendant la loi climat et résilience, l'idée de travailler sur les engagements volontaires. Et quand je dis engagement volontaire, c'est que les entreprises s'engagent, et s'engagent fortement, et s'engagent avec des objectifs. Et si on n'engage pas, j'ai dit entreprise, mais c'est également tous les citoyens, il faut que cette question du climat, il y ait un engagement et qu'il y ait une envie commune de chaque citoyen de le faire. Parce que les décisions étatiques, pouvoirs publics sont importantes. On a une responsabilité collective à mettre en place, mais on a aussi une responsabilité individuelle de chacun d'entre nous. Mais tout ça ne sera possible que si nous avons des outils pour évaluer ça, des outils de pilotage que l'on puisse faire quand on prend une décision, quand on a un débat sur un texte, qu'on puisse avoir des éléments très précis. Je conclus par un exemple. Vous savez, on a fait une loi formidable qui s'appelait la loi Pacte. Comme toutes les lois que nous avons, il y a ce qu'on appelle une évaluation du texte. Il y a une étude d'impact, pardon. Mais l'étude d'impact qui est publiée avec la loi, c'est l'étude d'impact de la loi au moment où elle arrive au Conseil des ministres. Vous voyez ? C'est sur les 300 articles qu'il y avait initialement. Sauf que quand on fait notre travail parlementaire, on en transforme de ces articles, on en rajoute parfois 200 sur cette loi-là. Je crois qu'il y a eu 200 amendements supplémentaires. 200 articles, pardon. Donc ces 200 articles supplémentaires, ils ne sont pas évalués. Donc on ne sait pas ce que ça vaut. Donc moi, par exemple, dans ce travail, je pense qu'il faut qu'on avance sur ces outils de pilotage. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais j'ai déjà été trop long. Il a raison, on est un peu des causeurs. Mais on est aussi des faiseurs dans ce mouvement et on a fait beaucoup de choses sur la loi climat et résilience et ça fera la transition sans doute aussi avec Bruno. C'est parce que vous êtes aussi des gens passionnés, je pense. On a fait bien avancer ce texte et on va continuer sur le sujet parce que, je vous l'ai dit, c'est non négociable. Donc effectivement, Bruno Millienne, donc député de la 9e circonscription des Yvelines, qui a défendu alors depuis toujours la question du local, du rural. Il est membre de la commission développement durable également et vice-président du groupe Modem et apparentés à l'Assemblée nationale. Donc Bruno, il t'a tendu une perche, j'ai envie de dire. Oui. Tu vas pouvoir exprimer un petit peu ta vision. Merci David. Bonsoir à toutes et à tous. Ce qui est important, alors pourquoi on va parler du rural et des territoires ? Parce que vous voyez aujourd'hui que toutes les politiques publiques, la plupart des politiques publiques, se développent très très bien. Je ne vais pas opposer les rurales aux métropolitains, je vous rassure, mais je vais vous donner 2-3 chiffres. Si on prend le bilan, par exemple, de la région Île-de-France lors de la dernière mandature, sur 100% de l'économie, enfin du bilan économique, sur 100% d'engagement économique en Île-de-France, 70% l'ont été sur Paris et la Petite Couronne et 30% uniquement sur la deuxième couronne qui est déjà la ruralité. Alors ça vous fait rire quand je vous parle de ruralité, moi qui suis francilien, mais j'invite tout le monde à venir dans ma circonscription qui est excessivement rurale. Moi j'ai une grande ville, c'est les Mureaux, et après la quasi-totalité de mes communes, des 87 communes, sont en dessous des 3500 habitants. Donc les territoires sont importants à plusieurs choses. D'abord parce qu'on a une chance énorme. Je crois que Jimmy et Erwan l'ont un peu évoqué, une chance énorme, c'est que ce qui se passe actuellement dans notre pays, cette obligation qui nous est faite, parce qu'on n'a pas su réagir à temps, de baisser effectivement nos émissions de gaz à effet de serre, de travailler sur l'économie circulaire et contre le gaspillage, implique forcément qu'on va avoir une économie verte qu'on va pouvoir déplacer sur les territoires. Et déplacer cette économie verte sur les territoires, je vais vous dire simplement ce que ça amène. Ça amène simplement qu'on casse cette fameuse diagonale du vide dont on parle depuis des années et qui est quand même à l'origine des fractures sociales dans notre pays. Vous l'avez vu avec les gilets jaunes, c'est parti des territoires, c'est pas parti des métropoles ou de la périurbanité. Et pourquoi c'est parti des territoires ? Parce que ces gens-là, et je le sais puisque je le vis dans ma circonscription, ces gens-là se sentent déclassés. Alors après, Erwan a dit quelque chose qui est très important, c'est l'évaluation des politiques publiques au niveau national, ça c'est important de le faire, c'est le rôle du Parlement, mais il faut qu'on fasse aussi une évaluation des politiques publiques
dans nos départements, sur nos territoires. Parce que ce n'est pas quand on aura évalué au niveau national, c'est bien d'évaluer au niveau national, on va se dire, ah bah là ça marche pas. Bon, on ne saura pas trop pourquoi en fait. Et à ce niveau-là, je pense qu'effectivement, ce gouvernement a encore bien travaillé, puisque Amélie de Montchalin a créé un petit outil absolument fantastique qui vous permet d'aller évaluer les politiques publiques dans chaque département, secteur par secteur. L'environnement est compris dedans et vous pouvez voir si votre département est en avance ou en retard sur les objectifs fixés par les politiques publiques. Et vous êtes en droit, du coup, d'interpeller, d'interroger à la fois les services déconcentrés de l'État, mais aussi les élus locaux pour savoir pourquoi ça avance et pourquoi ça n'avance pas. Et pourquoi c'est très important, je vais vous donner juste un exemple. Sur ma circonscription, dans une ancienne commune très ouvrière qui s'appelle Bonnières-sur-Seine, j'avais une entreprise, je dis bien j'avais, elle y est encore, mais pas pour très longtemps, j'avais une entreprise fantastique qui s'appelle Skytech. Skytech fait du recyclage plastique à 99,7%. Ça doit parler à Jimmy. 99,7% du plastique qui arrive chez eux est recyclé. Et recyclé est tout type de plastique. Et on se dit, on a toujours entendu dire que le plastique recyclé était plus cher que le plastique pétrolier. Eh bien, eux, ils revendent ce plastique-là aux entreprises 30% moins cher que le plastique pétrolier. Eh bien, cette entreprise-là, ma circonscription et mon département, on va la perdre. On va la perdre parce que nos élus locaux auront été incapables de faire une meilleure offre que le département d'à côté qui les récupère, parce qu'ils vont s'agrandir, ils vont passer à 40 000 m², parce que ça y est, le pli est pris, ils ont des commandes, ils sont en pleine expansion, et on comprend pourquoi. Et ça concourt donc aussi à l'évaluation des politiques publiques territoriales. Et moi, je regrette vraiment totalement qu'on laisse partir cette entreprise au niveau local. Donc il y a des combats à mener effectivement au niveau national, c'est ce qu'on fait nous tous, mais on ne perd jamais de vue, il ne faut jamais perdre de vue comment on les transforme sur les territoires, parce que c'est important. Je vais finir sur les territoires avec un tout petit mot sur l'agriculture, parce que Richard en parlera peut-être beaucoup mieux que moi, mais si on regarde le rapport du GIEC au niveau climatologique, en 2050, en Île-de-France, on fera du très bon Bordeaux. On fera de l'excellent Bordeaux. Je ne sais pas ce que feront les Bordelais, mais nous, on fera de l'excellent Bordeaux. Ils feront du Porto, les Bordelais. Donc, c'est vous dire si le réchauffement climatique, le changement climatique est important. Et là, on a une vraie question à se poser, et cette question doit être posée au niveau des territoires. On a un accompagnement fantastique à faire au niveau des agriculteurs. Il n'est pas question de les montrer du doigt ou de les stigmatiser, mais il faut les accompagner, travailler avec eux de ce qu'on peut faire des terres qui nous restent, dans quel état elles sont, qu'est-ce qu'on va faire demain. On a vu arriver, mais je crois que c'est arrivé aussi dans le Val-de-Loire, tu me diras si je me trompe ou pas, il y a beaucoup d'agriculteurs qui faisaient des céréales, qui font du sorgho. Il faut qu'on accompagne ces gens-là dans la transition. Pas en les stigmatisant, pas en leur donnant des ordres, pas en leur disant tu vas faire ci ou tu vas faire ça, mais parce que scientifiquement, en travaillant avec eux, on va les amener vers une autre agriculture qui sera d'abord plus respectueuse de l'environnement, ça on le sait, mais qui sera aussi plus respectueuse de l'avenir de l'agriculture qu'on veut mettre dans notre pays, parce que ce réchauffement climatique, il existe de toute façon. Donc c'est très important de rester accroché à nos territoires, de travailler avec tous les secteurs de nos territoires pour mettre en place dans nos territoires toutes ces mesures qu'on doit mettre en place. Et encore, j'ai oublié plein de choses, hein. J'ai oublié les tourbières, j'ai oublié l'eau, qui est un sujet très important. On va bientôt avoir la conclusion du Varenne de l'eau d'ici à la fin de l'année, où on va prendre aussi dans la globalité. Avant, on avait traité que les trucs de manière séparée. Là, on va prendre en tout dans la globalité, en prenant tous les acteurs de l'eau. Comment récupérer cette eau qui repart à la mer? On va avoir de plus en plus d'inondations. Il y a de l'eau qui repart à la mer, il faut qu'on la récupère. Il faut qu'on la récupère pour la donner à nos agriculteurs, mais pour sauvegarder notre eau potable, il faut qu'on la traite mieux. Enfin, tous ces sujets-là, c'est des sujets de territoire sur lesquels on ne cessera de travailler et qui doivent faire partie de l'équation, je l'espère, du prochain quinquennat du président Macron. Alors effectivement, la question du local, elle est importante et on le voit bien dans nos territoires. Il y a également la question des freins qui peuvent exister auprès des collectivités, auprès des citoyens, auprès de la population.
Alors là-dessus, je voudrais donner la parole à Aude, donc députée de la première circonscription de Seine-et-Marne, qui est vice-présidente également du groupe Modem et Apparentés, membre de la commission développement durable, avec une spécialité sur la mobilité. Aude a voulu nous exprimer un peu plus la question justement des collectivités et de comment on traite la question de ces freins dans une écologie qui est une écologie d'application, une écologie du quotidien. Merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je souhaitais m'excuser du retard. Alors, je n'avais pas de visite ministérielle, je viens de Melun, donc j'ai eu un peu de retard. Ici, il y a des mobilités, mais bon, c'était un petit peu plus long que prévu. Oui, alors j'ai loupé l'intervention de Madame Delmotte. Donc, moi, ce que je voulais vous dire par rapport à ce qui a été dit à la fois par Erwan et puis par Bruno, je crois que ce qu'il faut voir, c'est la résonance qu'on peut avoir sur nos communes, sur la façon dont on peut avoir cette déclinaison de ce que nous avons voté, nous, au Parlement, sur les différentes lois que nous avons proposées. Et on s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple que ça et qu'il y a une nécessité d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les bonnes volontés du monde, on s'aperçoit, et Bruno le disait, qu'on a quand même beaucoup de communes qui sont rurales et qui n'ont pas les moyens de mettre en place et d'appliquer en tous les cas ce que nous votons, puisque c'est un manque d'ingénierie, c'est un des freins qu'on peut noter. On peut voir aussi qu'au niveau financier, avec le coronavirus, il y a eu beaucoup moins de recettes, beaucoup plus de dépenses pour un certain nombre de communes. Donc il y a cet accompagnement qu'on doit avoir et je crois qu'il y a aussi, on a un défi social, puisque moi je suis donc de Melun, 40 000 habitants, avec un quartier un quartier de politique de la ville, avec des personnes qui ne vont pas de toute façon se tourner vers une écologie, enfin en tout cas vers une consommation beaucoup plus, on va dire, qui sera beaucoup plus protectrice, qui sera dans l'amélioration. C'est quelque chose qu'on ne peut pas le voir, et c'est une question que moi j'ai, parce que je ne sais pas comment on va les accompagner, puisqu'on n'aura pas les moyens financiers, les communes ne l'ont pas, ne les ont pas, et nous, c'est vrai qu'on est sur la nécessité de faire mieux, d'avoir cette loi climat résilience, sur le gaspillage, sur Egalim, sur un certain nombre de choses. On a effectivement pris des positions pour dire qu'il fallait, en tous les cas, protéger, baisser les gaz à effet de serre, faire en sorte que les mobilités soient aussi prises en compte, mais comme le disait aussi David, les mobilités, et Bruno sûrement irait dans mon sens, les mobilités dans les communes rurales, c'est-à-dire que c'est là où on a le plus besoin de voitures pour se déplacer, pour aller travailler. Donc on éloigne de plus en plus on va dire là où nous habitons par rapport à là où nous travaillons, et c'est vrai que ça reste un questionnement. Moi, je reviens sur ce que je vous disais il y a quelques temps, c'est de se dire comment nous accompagnons des personnes qui ne peuvent pas s'alimenter, qui ne vont pas aller faire du bio, qui ne vont pas pouvoir aller s'acheter une voiture, aujourd'hui qu'une diesel, parce qu'il n'y a pas d'autres moyens, qui ont... voilà, ce sont des questionnements que nous devons avoir, et que je rejoins aussi l'aspect d'évaluation des politiques publiques, c'est-à-dire que toute action publique nécessite une évaluation publique, qu'elle soit au niveau national, mais aussi au niveau local. Et aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est dans l'esprit, en tous les cas, des collectivités territoriales, des maires, qui n'ont pas les moyens ou qui ne veulent pas de toute façon évaluer. C'est-à-dire que le temps électoral fait que tous les 6 ans, on va faire différemment, et on ne se préoccupe pas de savoir si ce qu'on met en place va être pertinent ou pas pertinent. Et ça, je crois que ça, je ne sais pas comment on peut répondre. Alors, il y a eu la Convention citoyenne, et c'est vrai que c'était intéressant, parce que certains citoyens se sont engagés sur des propositions, et je crois qu'on en a pris une grande partie, même si ce n'était pas, comme l'a dit Erwan, vraiment exactement les mêmes, mais on s'est quand même engagé. Mais au-delà de ces conventions citoyennes, il faut quand même qu'on ait conscience que l'on doit avoir cette écologie humaniste, c'est le thème de cet échange. Humaniste, ça veut dire qu'on prend en compte et qu'on met au centre l'humain. Et il y a tout ce questionnement des personnes qui ne sont pas en capacité d'aller vers cette écologie, d'aller vers cette démarche, vers ces actions où elles seront effectivement capables de se déplacer, de se loger, de manger différemment, de se chauffer différemment. Et ça, c'est une grande inquiétude aussi que nous pouvons avoir. Et j'aimerais juste conclure sur le fait que lorsqu'on voit que les collectivités mettent en place un certain nombre de grands projets,
Et j'avais effectivement, quand nous avions auditionné le haut-commissaire au plan, donc François Bayrou, sur le sujet, on a aujourd'hui des projets qui datent de 10 à 15 ans, et on s'aperçoit que ces projets ne sont plus aujourd'hui en adéquation avec ce que nous vivons, alors que des investissements ont été engagés, et que nous sommes plus forcément capables de revenir en arrière, ou en tous les cas que le projet qui va être proposé n'est plus en phase. Donc on a encore énormément de travail à faire. On a cette grande volonté, mais je crois que localement, alors je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais localement, on reste encore sur la suite de l'agenda 21 dans certains endroits, la mise en place d'un comité local de transition écologique, et je crois qu'aujourd'hui, c'est une réponse, mais ce n'est pas suffisant pour qu'on soit efficace et pour qu'on prenne en compte le changement qu'on doit avoir dans nos comportements. Juste un dernier exemple, à Melun, ville de 40 000 habitants, il y a 2 bornes électriques. Voilà, donc ça veut dire qu'on a quand même un chemin à faire, un budget de plus de 150 millions d'euros. Nous avons 2 bornes électriques, autant qu'une commune qui a 500 habitants, qui s'appelle Valence-en-Brie. Et voilà, vous savez, c'est aussi la transformation des mentalités, alors des citoyens, mais il faut qu'ils soient aussi accompagnés par les élus et par les moyens qu'on pourra avoir autour. Alors effectivement, on a pu voir depuis le début de cette table à quel point la question du développement durable est une question à la fois technique, à la fois sur l'application et peut-être cette difficulté à véhiculer un message donc écologie humaniste. Je propose à Richard Ramos, donc, qui est bien connu chez nous à la fois pour s'être illustré sur de nombreux combats liés effectivement au territoire, mais également en tant que secrétaire général adjoint du MoDem. Alors il est député de la 6e circonscription du Loiret, membre de la commission Affaires économiques. Mais alors voilà, Richard, peut-être pour une sorte de petite conclusion déjà de cette table avant l'échange avec le public, qu'est-ce que nous, par rapport à ces premiers propos, qu'est-ce que nous, en tant que MoDem, on peut porter comme écologie humaniste et quel message on peut envoyer aux gens? Oui, alors d'abord, je suis content de voir dans la salle beaucoup de gens que j'ai croisés autour de mes voyages, j'ai envie de dire, et de mes péripéties pour défendre la proximité, la ruralité, manger local. Et donc, on a autant de combattants dans cette salle qu'il y en a sur cette scène. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que je vais passer vite sur l'alimentation. On a fait le travail qu'on devait faire, on a appris, on était des jeunes députés, mais on peut être à peu près fiers du travail qu'on a fait, mais c'est plus qu'insuffisant. On a gagné des batailles dont on nous disait qu'elles n'étaient pas gagnables. Moi, je me rappelle quand un grand groupe industriel, pour ne pas le nommer, qui s'appelle Lactalis, on me dit, dans l'ensemble des camemberts français et de toutes les AOP françaises, on va pouvoir mettre du lait pasteurisé, c'est-à-dire de balayer d'un revers de main le goût d'un terroir, le morceau de France sur lequel on fabrique un produit, parce qu'on veut faire plus de fric, parce qu'on s'en fiche de la race qu'il produit, parce qu'on s'en fiche du goût, parce qu'on veut modéliser les goûts, parce qu'en modélisant les goûts, on modélise les coûts. Et dans la tête de ces gens-là que je rencontrais, je pensais, moi, que si on pensait à manger tous la même chose, si on mangeait tous la même chose, on finirait par nous faire penser tous la même chose. Et donc ces combats-là, on les a menés, ils sont violents. Et oui, il y a une violence écologique. Oui, le combat écologique n'est pas de tout repos. Et donc, au moment où on était là, je recevais par SMS un message du patron de Yuka. 23 millions de Français l'ont téléchargé. Je suis dans tous les procès pour défendre Yuka. Quand Yuka dit, quand vous mangez de la charcuterie avec du sel nitrité, il y a un risque de mourir d'un cancer colorectal. Et je peux avoir une pensée, on peut avoir une pensée, parce qu'il a été souvent sur ces estrades-là, Axel Kahn, pour m'avoir accompagné en disant, Richard, ça tue, mais les puissants sont là. Ils t'empêcheront, ils nous empêcheront d'y arriver. Et donc, il ne faut pas se tromper, que ce soit sur l'alimentation ou sur l'écologie, les lobbyistes et les technocrates seront souvent main dans la main pour nous empêcher d'avancer au nom de l'argent, au nom que l'économique, ils le placeront toujours, eux, devant le politique. Et je pense que notre mouvement politique, chaque citoyen ou chacun d'entre vous a sa carte bleue qui est bien plus puissante, qu'un bulletin de vote. Dans ton acte quotidien, nous devons aller au combat sur ces affaires-là. Je pense que le MoDem avait dans son ADN l'écologie. Imaginez les gens aujourd'hui qui courent après l'écologie.
la structure juridique du MODEM. Juridique. 3 composantes. À l'époque CAP 21, l'UDF et les citoyens par les adhérents directs. Ça veut dire que dans notre ADN, avant tout le monde, nous avions compris la transversalité de l'écologie. Et ces combats-là qui sont devant nous sont des combats que nous devrons mener avec force, parce que nous aurons toujours en face de nous des gens qui nous empêcheront d'y arriver. Quand aujourd'hui on se bagarre sur des textes de loi, très souvent, nous avons des freins qui ne sont pas des freins de bon sens. Ce sont des freins économiques. Quand on me dit si on retire ou on ne retire pas le sel nitrité dans la charcuterie, attention, M. Ramos, oui, le cirque a dit que c'était cancérogène et que c'est dangereux. Mais attention à l'économique. Il faut regarder aussi le nombre d'emplois, dont acte. Mais peut-on encore produire des produits dont on sait qui tue les Français, et notamment les plus pauvres? Peut-on laisser également dans l'esprit écologique que les plus pauvres, eux, ne pourraient pas avoir des produits sains, c'est-à-dire là, par exemple, pouvoir continuer à manger des produits nitrités en sachant qu'ils meurent, en sachant que tous les industriels sont en train de fabriquer des produits avec des labels écolos, avec des produits qui auront également des marges supérieures, et donc ils fabriqueront 2 alimentations. Et donc l'écologie qui est celle du MODEM, ça doit être l'écologie pour tous. Autrefois, les riches mangeaient de la viande, les pauvres mangeaient des légumes. Aujourd'hui, les riches mangent des légumes, les pauvres mangent de la viande. Sauf qu'on leur donne de la viande qui aujourd'hui n'est pas de qualité. Et donc, il faut qu'on se batte ensemble pour ces affaires-là. Et je pense, pour conclure, que notre mouvement politique doit placer l'écologie non pas dans un discours que je ne supporte plus, en disant qu'il y aurait une écologie positive, les autres seraient des gens, des hommes des cavernes. Est-ce que moi, on a besoin de nous de se présenter comme écologistes par rapport aux écologistes sectaires? Ce que fait la droite. Regardez la droite. À chaque fois, ils disent oui, mais nous, on est l'écologie positive. Mais qu'est-ce que vous m'emmerdez? Dites ce que vous êtes. Ne vous définissez pas par les autres. Ça veut bien dire que vous n'avez pas conceptualisé votre idée de l'économie, de l'écologie humaniste. Nous savons d'où nous venons. L'homme est au cœur du système. Notre projet à race, il n'y a pas une ligne à changer de ce qu'on a écrit à l'époque. C'est de mettre l'homme et la femme au milieu de la cité, au milieu de la nature, avec le respect de la nature. Et donc je pense que le défi qui est devant le nôtre, aujourd'hui que le groupe MODEM, aujourd'hui que vous, dans les territoires, on est installé, on nous a chahutés, vous avez vu dans les élections, hein, on ne veut pas de nous souvent. Eh bien on s'installe, on n'est jamais aussi fort que quand on est au combat, on n'est jamais aussi fort que quand le MODEM est libre. Et je pense que dans les années qui viennent, le MODEM écologiste fera en sorte que ce seront nous, au milieu, qui porterons ces belles valeurs. Merci à vous 5. Je propose qu'on passe aux questions de la salle. On va prendre 2-3 questions à la fois. Alors je vous propose de lever la main et les micros vont circuler. Alors il y a déjà une première là-bas. Oui, bonjour, elle va être très courte. Je suis agriculteur, donc vous pensez bien que je suis extrêmement intéressé par ce que vous avez dit. Moi, je voudrais vous demander ce que vous pensez de l'instauration du marché du carbone avec la création d'une sorte de bourse. C'est-à-dire que les gens vertueux bénéficieront d'un crédit et ceux qui le sont moins vont payer. Enfin, je voudrais savoir ce que vous pensez de ça. Alors, on va prendre peut-être 2-3 questions à la fois, comme ça, vu que vous êtes 5, vous pourrez répondre. Il y avait une autre question devant, là, je crois. Ou pas? Peut-être pas. Bonsoir. Je voulais poser une question sur la loi climat-résilience. Donc, je suis Jean-Paul Michaud. Je suis président d'un SCOT de l'agglomération byzantine. Et donc, dans la loi climat-résilience, on traite d'urbanisme et en particulier de la zéro artificialisation nette. Donc, c'est un objectif zéro artificialisation nette. C'est pour 2050, donc ça sera vite là, avec une diminution d'ici les 10 ans qui viennent de 50% de l'artificialisation.
donc pour ne plus consommer de la terre agricole. Je pense que c'est quelque chose de très important. Simplement, messieurs, mesdames les députés, je voulais attirer votre attention sur la nécessité, en même temps qu'on crée ces lois, qu'il y ait des accompagnements fiscaux, pour que nous, derrière, on puisse mettre en œuvre les politiques qui soient des bonnes politiques. Et c'était dans cette intervention dans ce sens-là. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une troisième question dans la salle? Tiens, par là-bas, on en a une. Bonjour, Vincent du 60. Moi, c'est plus une réflexion qu'une question en elle-même, c'est comment tordre et obliger déjà nos propres administrations à respecter les lois écologiques qu'on a fait voter. Par exemple, moi, ça fait 6 ans, j'ai enfin réussi, je me suis battu, j'ai réussi, là, mais au bout de 6 ans de bataille, à faire en sorte qu'on donne le matériel informatique à des communes, des petites communes, plutôt que de payer pour le jeter. Alors que les lois, ça fait 20 ans qu'elles existent, et les administrations, elles sont d'une lenteur, enfin, c'est impossible, c'est ubuesque, alors que c'est l'évidence. Très bien, merci. Alors, on a 3 questions. Marché du carbone, question de l'artificialisation et de l'application. On prendra d'autres questions par la suite. Qui veut répondre? Alors, peut-être sur le marché carbone, même si je ne suis pas un spécialiste de l'économie, mais il est clair que demain, si on veut faire une écologie humaniste, il va falloir qu'on contractualise quelque part l'écologie, qu'on récompense les plus vertueux et qu'on punisse un peu ceux qui le sont moins. On s'est aperçu de ces choses-là, de la contractualisation, ça fonctionne, ça a fonctionné, puisque vous parlez d'agriculture, ça a fonctionné, parce que alors là, j'espère que je ne vais pas me faire huer dans la salle, nous n'avons pas réussi avec le glyphosate, vous n'êtes pas sans le savoir, mais malgré tout, on a contractualisé. C'est-à-dire que chaque filière qui avait une solution alternative au glyphosate et qui pouvait l'utiliser, on l'a aidé à l'utiliser. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de filières aujourd'hui qui ont abandonné le glyphosate. Je ne sais pas si on arrivera à éradiquer le glyphosate un jour complètement, mais c'est en contractualisant qu'on arrive à faire les choses. Je vous prends peut-être un autre exemple sur l'agriculture que vous devez bien connaître, on en a entendu parler, ça a été en plus déformé par nos oppositions, on nous reproche d'avoir réintroduit les néonicotinoïdes en France. C'est faux. 98,6% des néonicotinoïdes sont toujours interdits. Nous n'avons autorisé qu'une chose, les semences enrobées de néonicotinoïdes pour les betteraviers, et uniquement pour les betteraviers, et uniquement en cas de suspicion de jaunisse de la betterave. Ça fait quand même beaucoup de... Et on a autorisé ça, non pas pour les betteraviers. Je dis franchement, les betteraviers, demain, s'ils ne font pas de betterave, ils feront autre chose. Hein. On a autorisé ça pour sauver la filière sucrière française, qui est de loin la meilleure d'Europe. Moi, je préfère manger du sucre français que du sucre polonais, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne devrais pas dire ça, mais c'est un peu vrai quand même. La différence avec ce qui s'est passé au moment où on a voté la loi contre les néonicotinoïdes, je vais vous dire la différence où elle est. Au moment où la loi a été votée en 2016, il me semble, en 2016, l'investissement qui a été mis sur ce problème des néonicotinoïdes et des semences enrobées à la recherche, c'était de 700 000 €. 700 000 €. Dès qu'on a eu voté, et à l'époque je me souviens très bien, j'étais monté à la tribune en tant que président de l'Agence régionale de la biodiversité. Enfin, les gens savaient, j'étais encore en place. Donc c'était pas facile pour moi d'aller défendre ça. Hein. L'agence, ils m'en ont mis plein la tronche. Sauf que dès l'instant où cette loi a été votée, à contre-cœur, on aurait préféré pouvoir faire autrement. Eh bien, le ministère de l'Agriculture a débloqué 7 millions d'euros pour la recherche, ce qui fait qu'aujourd'hui, fin 2021, on est pratiquement déjà arrivé à la solution qui va permettre aux betteraviers de ne plus utiliser de semences enrobées de néonicotinoïdes. Voilà ce que j'appelle l'écologie de la contractualisation. Alors vous avez raison, sur le carbone, ça pose des problèmes, les gens se posent des questions et ça effraie un peu. Mais il y a un moment où il va falloir effectivement qu'on contractualise les choses pour accélérer, parce que malheureusement, on a beaucoup freiné ces 30 dernières années. Mais quand on contractualise, on tient compte aussi, ce que disait Richard, on tient compte de l'humain. On tient compte de l'homme, de la femme ou de l'homme avec un grand H au milieu de tout ça pour essayer d'éviter de massacrer des gens. Moi, je ne supporte pas les gens qui vous disent demain, eh ben tiens, si je suis élu président de la République, par décret, j'interdirai tous les produits phytosanitaires. Ah ouais? Ben vas-y, fais-le, puis après tu vas voir s'il te reste une agriculture en France. Par exemple. Ça, c'est le programme de M. Jadot. Ben, ce n'est pas le nôtre. Nous, on va contractualiser les choses parce que l'humain
doit être au centre, comme le MoDem est au centre. L'humain doit être au centre de toutes les préoccupations, et ça n'empêche pas d'être efficace. Oui, sur la question qui dépasse un peu, enfin je vais la faire un peu dépasser de la question de l'urbanisme et du zéro artificialisation, parce que dans votre question, ce que j'entends, c'est comment on accompagne et comment on fait que les choses soient possibles. Alors moi, premier point, je crois qu'il faut qu'on ait une réflexion, et ça tombe bien, le président de notre mouvement politique et haut commissaire au plan, il faut qu'on ait une vision de long terme. Et il faut qu'on travaille sur un sujet qui s'appelle la planification. Et la planification écologique, la planification de la transition. Comment on l'a fait? Dans le rapport du GIEC, tout à l'heure, peut-être certains ont peut-être été un peu plombés par le rapport du GIEC. Mais quand vous écoutez bien Valérie Masson-Delmotte, qui l'explique très bien, on a des possibilités de changer. Et ces changements, si on les fait maintenant, auront des résultats positifs dans 20-30 ans. 20-30 ans, c'est quoi pour une collectivité? C'est le temps des investissements. 20-30 ans, une collectivité, quand elle investit, c'est pour 20-30 ans. Donc, il faut qu'on planifie et donc il faut qu'on accompagne. Et ça, on sait parfaitement faire. Il y a plein d'investissements que, par exemple, dans les années 80, en France, on a fait, c'était la grande époque du plan encore, on a fait des grands investissements dont on savait qu'on tirerait les bénéfices 20-30 ans plus tard. Donc ça, il faut le faire. Donc pour faire ça, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut qu'on change de paradigme sur un certain nombre de choses. Et il faut que l'écologie, et pourquoi tout à l'heure je disais c'était non négociable, ça doit être le pivot de nos réflexions. Et ce que vient de dire aussi Bruno est extrêmement intéressant et ça m'a fait réfléchir. On a beaucoup parlé d'empathie et il a parlé de la préoccupation. Je crois que justement, l'écologie humaniste, c'est une écologie de l'empathie et une écologie de la préoccupation des citoyens. Et c'est comme ça qu'on emportera les gens. Et pour conclure, il faut qu'on change un certain nombre de choses. Notre constitution, il y a un certain nombre de sujets qui doivent changer pour justement pouvoir faire cette planification. Il faut, par exemple, qu'on arrête de prendre les mesures écologiques dans le PLF, le projet de loi de finances. Tous les ans, le projet de loi de finances, il y a des réglages là où ça se planifie à ce moment-là. Ben non, il faut qu'on ait une loi de programmation de la transition, comme on a une loi de une loi de programmation militaire. Que ensuite la finance, on est sur des bases, mais qu'on aura vu avant, c'est-à-dire qu'on se sera donné des objectifs et il y aura eu un débat public sur ces objectifs. Et ensuite, je les entends là qui sont en train de râler nos commissaires aux finances. Eux, leur boulot, ça sera de faire en sorte qu'on respecte ce débat public qu'il y a eu. Ce qui manque sur la transition, et c'est pour ça que ça avait un intérêt, un moment extraordinaire, cette convention citoyenne, même si ça a été un peu dur, c'était qu'on a porté les choses, on a porté ces sujets au débat public. Et elle doit, notre parti, c'est le parti, on ne s'appelle pas parti Mouvement démocrate pour rien, il faut qu'on fasse cette articulation entre cette ambition écologique et le débat public pour y arriver. Parce que tout le monde, je vous le dis, c'est non négociable. Il faut qu'on baisse nos émissions de gaz à effet de serre. C'est non négociable. Mais comment on le fait? Et pour le faire, il faut entraîner. Et ce n'est pas en donnant des solutions en mettant les uns contre les autres, comme on entend en disant « moi, je suis un écologiste radical ». Non, moi, je suis un écologiste qui va donner des solutions à notre société. Et c'est ça l'écologie humaniste, et c'est ça sur lequel il faut qu'on travaille, et on va le faire ensemble. Alors Jimmy voulait ajouter un petit mot. Oui, que les gaz à effet de serre, en fait, hein, c'est trois gros tiers. C'est un tiers le transport, et on a voté une loi qui nous dit qu'on interdit les extractions fossiles d'ici 2040, mais ça va bien plus vite que ça. En 2026... je crois pas, hein, c'est Bruno qui le dit souvent, en 2026, il y aura plus de véhicules hybrides et électriques sur le marché que de véhicules thermiques. Donc ça va très vite. C'est aussi des efforts, mais ça demande des efforts, ça demande des investissements de la part de l'acheteur. Sur la loi climat et résilience, on est allé aussi très loin
dans l'énergie des maisons, comment on appelle ça, dans la rénovation énergétique. On va interdire à la location, c'est pas simple à faire, ouais, mais on va interdire à la location les appartements, les maisons qui ne seront pas aux normes suffisantes pour baisser les gaz à effet de serre. Sur le transport maritime, on a une vraie révolution actuellement. Tous les navires sont en train d'être modifiés, gaz naturel liquéfié, on développe le transport maritime. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites et qui demandent des contraintes de tous. L'aviation, mais moi il y a quelque chose, je voudrais qu'on aille un peu plus vite sur l'aviation. Je ne trouve toujours pas normal qu'on puisse traverser l'Europe pour 20 €. Je pense qu'il faut peut-être qu'on paye le prix du billet d'avion à son juste prix et qu'on l'accepte. Oui, pour répondre sur l'administration, tu répondras aussi, ce que tu connais bien. Moi, je crois qu'il faut mettre dans la lumière. Moi, la seule chose que j'ai vu que ça marchait quand ça marchait pas avec l'administration, que ce soit sur ces sujets-là ou d'autres, c'est de temps en temps les mettre dans la lumière et leur dire mais vous ne pouvez pas prendre des décisions qui ne seront pas visibles médiatiquement, visibles par les citoyens, et donc vous portez une responsabilité personnelle. Et donc, vous devez être comme nous, dans la lumière de vos décisions. Donc je pense que ça, c'est très important. Et puis, moi, je voulais rajouter quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure. Je pense que la politique, c'est une forme de transcendance. Il y a, dans la branche UDF de cette maison, une transcendance démocrate chrétienne. Mais il y a, si on faisait même ici un calcul en levant la main ceux qui vont à la messe demain matin, dimanche matin, il y en aura peu. Et je pense que l'écologie est devenue pour les jeunes quelque chose qui nous dépasse. Pardon, pour moi, c'est essentiel. Je ne voulais pas ne pas vous dire ça. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de penser que finalement, à travers l'écologie, à travers la nature, certains, et notamment notre jeunesse, on n'a pas réussi au MoDem encore à leur parler. On n'a pas réussi. Nous n'avons pas réussi. Mais nous devons essayer. Parce qu'eux ont compris que c'est ça aujourd'hui leur nouvelle transcendance, quelque chose qui dépasse notre propre personne. Quand vous êtes élu local, qu'on est député, notre fonction doit dépasser notre personne. Ça veut dire que ce qui m'habite dans ma fonction me tire normalement ma personne vers le haut, me dépasse. Et les jeunes ont compris pour eux que ce n'est plus dans le politique qu'ils vont élever quelque chose au-dessus de leur personne, mais dans l'écologie. Et je vais vous parler du Yucca, et je terminerai là-dessus, le patron du Yucca, 20 millions de personnes. Ils sont condamnés parce qu'ils me donnent un coup de main. À chaque fois que vous bouffez un truc à lucyanitridé, il y a une tête de mort. Et les industriels veulent leur faire déposer le bilan en leur faisant des procès partout au tribunal de commerce. Et donc ils disent, on ne sait pas si c'est dangereux ou pas, mais comme c'est dénigrement, on va vous condamner pour les faire déposer le bilan. Et vous allez voir ce que c'est pour moi, ces nouvelles sociétés. Le patron de Yucca, il a 3 enfants, il est marié, il vit dans 60 mètres carrés. 60 mètres carrés, les gosses vivent dans la même chambre. Il a refusé une offre à Yucca pour 30% du capital, avec des clauses pourtant pas trop pourries à 100 millions d'euros. J'ai passé tellement d'heures avec lui que je ne croyais pas ce type. Je lui disais, mais c'est du pipeau, il y a un moment donné, il y a un loup quelque part. Vous avez des jeunes qui pensent que c'est peut-être dans l'entreprise, on voit dans l'économie sociale et solidaire, dans l'entreprise citoyenne, et qui cherchent cette nouvelle transcendance. Moi, je crois en la politique, et donc je pense qu'à travers cette écologie-là, on doit leur offrir, et nous offrir à nous-mêmes, quelque chose qui le dépasse, parce que sinon, s'il n'y a pas quelque chose qui dépasse l'homme et la femme, il n'y a pas d'humanité. Moi, simplement, je voulais répondre à monsieur qui est donc élu et avec le sujet de l'accompagnement et par rapport à l'artificialisation. Je crois qu'aujourd'hui, on a une question fondamentale à se poser, c'est le devenir de la loi SRU. Alors, ce n'est pas ce soir qu'on va en parler, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, puisque aussi on a une fiscalité locale qui favorise plutôt la création de foncier et l'étalement urbain, donc ça va en contradiction avec ce qu'on veut mettre en place. Et je crois qu'aujourd'hui, on le voit sur les territoires, quand on rencontre les maires, dans tous nos territoires, ça construit, il y a une pression qui est faite, qui est demandée par
par le gouvernement. Et moi, je n'y suis pas favorable parce qu'à un moment donné, ça déséquilibre. Et on accueille des populations qui viennent vers nous parce que c'est moins cher, parce qu'on peut avoir une maison à 100 mètres carrés avec un petit jardin, parce que nous, on est en grande couronne. Et pour autant, ça déséquilibre la ville sur beaucoup de domaines. Et je crois qu'il y a un nécessaire accompagnement pour les collectivités territoriales. Pour autant, je crois qu'il faudra qu'on réfléchisse réellement à la loi SRU et qu'on arrête de construire à tout crin. Alors, on va prendre 2 petites questions pour terminer. Rapide. Alors, il y avait monsieur et madame, peut-être. Alors, il y a... Et madame, en tout cas. Et Merci, Erwan, de donner de l'information et la parole aux finances. Il faut savoir, alors c'est une information peut-être pour certains, que notre pays a, pour la première fois, et en commission de finances, et on l'a voté ensuite en assemblée, pour ceux qui étaient là, le budget vert. Un budget vert, c'est la première fois qu'on analyse près de 574 milliards au travers, justement, de l'impact sur l'environnement. Donc je vous invite tous, bien évidemment, à lire ça. C'est la première fois, et c'est notre pays qui le fait dans le monde, le seul, à analyser avec un budget vert, avec 6 objectifs, et on va analyser pour chacun des objectifs quel impact positif ou négatif sur notre environnement. Et les 6 objectifs, je vous les rappelle rapidement: lutte contre le changement climatique, l'adaptation au changement climatique et la prévention des risques naturels, la gestion de la ressource en eau, l'économie circulaire, les déchets et prévention des risques technologiques, la lutte contre les pollutions et la biodiversité. Donc, juste pour information, c'est un budget vert. C'est alors commission des finances qui a été discuté et voté. Voilà. Donc, quand on dit que les finances, c'est à côté, non. La finance, elle est partout. Merci, merci. Alors, juste une dernière question et tu pourras répondre et après on conclura. Merci. Voilà, je suis médecin. J'ai été élue il y a très longtemps et j'ai découvert un mouvement qui me plaît, le MODEM. Alors, je lis Écologie humaniste et je trouve ce titre très bien. Ce que j'aimerais savoir, c'est que est-ce que cette écologie peut aussi aller en Afrique? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut faire payer les entreprises qui polluent en Afrique parce qu'ils font les composantes des portables et des voitures électriques qui polluent les rivières en Afrique? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour cela? Parce que l'écologie, ce n'est pas qu'en Europe, c'est toute la Terre. Merci. Merci beaucoup. Tu veux répondre sur... Oui, non, juste un mot, Mohamed, t'es arrivé en cours, je suis désolé. La question, c'est pas du tout dans... Le budget vert, c'est un super truc qu'on a inventé, on est un des premiers pays à le faire à ce niveau-là. Moi, ce que je te dis, tout simplement, c'est qu'on ne fera la transition que si on a une planification, et cette planification, elle doit passer par un débat public qui sera non pas sur des amendements en loi de finances qui arriveront de toute façon, parce que c'est votre boulot et vous le faites super bien, mais qui a un engagement de la société et qu'on ait une vision de là où on veut aller. C'est tout simplement ça. Et le budget vert, ça va exactement dans le sens de ce que je prône, moi, sur l'évaluation climatique des lois, c'est-à-dire que de la même façon qu'on évalue les dépenses publiques dans ce pays, on évalue nos dépenses ou nos économies carbone. C'est-à-dire que quand on décide de faire une loi, on regarde quel impact elle a sur le climat et que si elle ne respecte pas les engagements que nous avons pris au niveau international, et ça fera la transition sur les questions de l'Afrique et sur les questions de notre rôle et de notre responsabilité, eh ben, elles ne peuvent pas exister. Et des décisions ne pourraient pas exister tout simplement parce qu'elles ne seraient pas dans les critères que nous nous sommes fixés au moment des accords de Paris et que nous allons réviser à la prochaine COP qui est la COP 26. Oui, alors Madame, merci pour votre question concernant l'Afrique.
Je suis également membre, comme certains autres de mes collègues, je ne vois pas Bruno Fuchs là, mais de l'Assemblée des parlementaires francophones. Donc on a des actions effectivement aussi en Afrique. Moi je m'occupe du réseau sida, tuberculose et paludisme. Et on a commencé à faire quelque chose dans les fonds d'aide. Bien évidemment, il faut éviter autant que faire se peut que se reproduisent dans les pays en voie de développement ou émergents, qu'ils reproduisent les erreurs que nous, on a commises il y a quelques années, et un certain nombre d'années. Donc, il y a aussi beaucoup de contractualisation maintenant dans les aides qu'on donne. Si je prends l'exemple pour le sida, par exemple, parce que tuberculose et paludisme, l'Afrique est moins touchée que par le sida, il n'y a pas eu de coup d'arrêt, parce que le fonds d'aide continue à être là et on continue à donner l'argent pour combattre ce fléau, mais on a mis quand même des warnings à l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest, à l'ensemble des pays de l'Afrique, pour leur dire attention, on constate que sur les fonds d'aide que vous recevez, tout ne va pas dans la défense et dans l'éradication du VIH. Donc, c'est comme ça qu'on peut agir aussi, et on peut aussi essayer d'agir avec nos entreprises qui, elles, vont sur le territoire d'Afrique et, pour certaines, gagnent beaucoup d'argent, et beaucoup d'argent souvent sur le dos des Africains, on est bien d'accord là-dessus, d'être beaucoup plus vigilant, ce que disait Erwan tout à l'heure, dans ce type aussi de contractualisation qu'on peut passer avec les États africains, avec les gouvernements des différents pays africains. C'est pas ne pas aider au développement des pays d'Afrique, mais c'est essayer de ne pas être naïf et d'imposer des règles de part et d'autre qui doivent être respectées, sinon on n'ira pas plus loin. Et c'est pas être dictatorial ou méchant, il faut simplement que les règles soient respectées de part et d'autre. Et à cette condition-là, on y arrivera. Mais beaucoup de pays d'Afrique ont déjà pris conscience que l'écologie est vraiment un problème et refusent déjà des pratiques qui ne sont pas vertueuses. Donc il y a bon espoir là-dessus. Merci beaucoup, merci à tous. L'écologie humaniste, l'écologie qui est pour tous. Bravo à nos députés. Je vous propose pour conclure une vidéo de Pascal Canfin, qui est président de la commission développement durable au Parlement européen. Et après cette vidéo, vous serez tous invités à aller dîner. Merci beaucoup. On regarde la vidéo qui va arriver. Pascal, en plein écran. Bonjour, je vous remercie pour votre invitation. Malheureusement, je ne peux pas être parmi vous physiquement aujourd'hui, mais c'est avec grand plaisir que je partage ce message et merci de votre côté de me permettre de le faire. On est évidemment à un moment tout à fait particulier où on peut commencer à tirer un bilan de l'action du gouvernement depuis un peu plus de 4 ans sur l'environnement et en même temps on doit et on va commencer à se projeter sur la suite à un moment où en Europe les choses battent leur plein dans ce qu'on appelle le Green Deal, qui est la nouvelle donne européenne sur ces sujets. Alors, premier élément à partager, quel bilan on peut faire de l'action du gouvernement français sur les enjeux environnementaux et climatiques? Lorsque l'on dézoome un tout petit peu et que l'on regarde les comparaisons internationales, la plupart du temps, voire même toujours, la France se situe dans les meilleurs élèves. Alors, je peux prendre le classement des plans de relance au regard de leur degré de verdissement et de leur contribution à la lutte contre le dérèglement climatique. La France est classée parmi les meilleurs au monde et le plan européen, qui doit beaucoup à la France, on le sait, à l'action du président de la République, est lui-même aussi classé comme le 2e meilleur au monde après celui de la Corée du Sud. Si on prend l'action de manière transversale et évaluée par les ONG européennes, ce qu'on appelle le Climate Action Network, donc le réseau Action Climat européen ici à Bruxelles, de là où j'enregistre la vidéo, eh bien, nous sommes en France les 3e en Europe en termes d'action favorable à la lutte contre le dérèglement climatique, derrière la Suède et le Portugal. Si je prends d'autres exemples très précis comme l'aviation et la fameuse proposition de la Convention citoyenne de dire jusqu'à une certaine limite, eh bien, j'interdis les vols court courrier et je bascule sur l'avion, on est les seuls en Europe, avec l'Autriche, à mettre en place ce type de dispositif.
Je pourrais multiplier les comparaisons, je n'ai pas le temps de le faire, simplement pour vous dire qu'on n'a pas à rougir de ce qui a été fait. Mais je le dis aussi clairement que le fait qu'on n'ait pas à rougir de ce qui a été fait, il va falloir en faire plus. Il va falloir en faire plus, on le sait tous, parce que nous ne sommes pas en train de gagner la bataille pour le climat et le réchauffement climatique malheureusement continue, les derniers rapports du GIEC l'ont encore démontré, mais aussi parce que l'accord européen que nous avons trouvé, notamment grâce au soutien de la France, exige de nous que nous fassions plus dans les années qui viennent. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais sachez qu'en Europe, nous sommes en train de changer plus de 50 lois en même temps. Quand je dis en même temps, c'est entre 2020 et 2022, donc en 2 ans. 50 lois sur à peu près tous les sujets. La finance, le prix du carbone, le commerce, l'agriculture, etc. Et quand on change 50 lois en même temps, on est bien placé pour savoir, nous, responsables politiques, que ça devient un changement systémique. Et ce changement systémique, bien évidemment, il aura des répercussions majeures sur des acteurs économiques français. Je vais prendre un seul exemple qui parlera à tout le monde, les voitures. Nous avons aujourd'hui une date de fin des véhicules thermiques, donc de la commercialisation des nouvelles voitures essence-diesel. Tout ça s'arrête en 2035, dans 13-14 ans, et sera remplacé par 100% de véhicules zéro émission. Ça veut dire qu'en 13 ans, nous allons en Europe et donc en France transformer totalement la plus grande industrie européenne en termes d'emploi. Et ça aura des impacts sur tous nos territoires. Et c'est pour ça que le cœur, me semble-t-il, de notre analyse au niveau du projet présidentiel futur doit porter sur la méthode. Parce que qu'est-ce qu'on doit faire, on le sait, et non seulement on le fait déjà, ou alors c'est en train d'être négocié au niveau européen. La question fondamentale, c'est le comment. Le comment, parce qu'on est bien placé en France pour savoir que lorsque l'on prend la mauvaise voie, eh bien ça bloque. On l'a fait avec les bonnets rouges, on l'a fait avec les gilets jaunes, et si on reprend demain une mauvaise voie, on aura de nouveau ce type de problème. Et donc la question de la méthode est fondamentale. Je pense que le cœur du sujet, c'est de transformer en profondeur sans fracturer la société. Et si je dois conclure avec une seule idée, il y en aurait évidemment beaucoup qui mériteraient d'être partagées maintenant, mais une seule idée, c'est que le moment politique, le moment historique dans lequel nous sommes, c'est que nous devons négocier les transitions écologiques. Et l'image que je peux prendre, c'est celle de l'État-providence au XXe siècle. Au fond, on doit faire au XXIe siècle ce qu'on a fait au XXe siècle pour l'État-providence. L'État-providence, on a mis plusieurs décennies à le négocier. C'est un mélange de règles, de normatifs et de négociations, en l'occurrence entre partenaires sociaux, sur différents sujets, les retraites, l'assurance maladie, l'assurance chômage, etc., etc. Et ça appartient à tout le monde, cet État-providence. C'est un peu les gaullistes, un peu les communistes, un peu les démocrates chrétiens, un peu la social-démocratie, etc. Mais la transition écologique, ce sera la même chose. Pour que ça change d'échelle et qu'on invente en 30 ans le modèle zéro carbone, c'est ça l'objectif européen, la neutralité carbone en 2050, eh bien il faut que tout le monde s'y mette et que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice dans le cadre d'une négociation, ou de négociations avec un S, parce qu'il y a tellement d'objets qu'il y en aura bien évidemment plusieurs. Or, nous sommes très peu outillés aujourd'hui pour le faire. On sait faire des négociations de partenaires sociaux, on ne sait pas faire encore des négociations de la transition écologique, que l'on pense aux différents enjeux énergétiques, agricoles, de transport dans les différents territoires, etc. Et c'est là, je pense, où vous avez un rôle fondamental à jouer en tant que famille politique dans la majorité, avec aussi son histoire spécifique et son approche spécifique, parce que je pense que c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Et dans cette négociation, un des enjeux clés, c'est évidemment de trouver les modèles économiques qui permettent de déployer les solutions technologiques à grande échelle. Et parfois on l'a, le véhicule électrique par exemple est un cas positif, parfois on ne l'a pas encore. Et c'est cette négociation qui permet de faire émerger ces modèles économiques qui transforment dans la durée et qui emportent la société, qui emportent les entreprises sans fracturer et sans perdre en compétitivité. Voilà la feuille de route que je pense valable de nous fixer pour les prochains mois et puis ensuite les prochaines années si les choses se passent bien d'un point de vue démocratique. En tout cas, sachez qu'en Europe,
C'est exactement ce que nous sommes en train de faire et je sais que vous y êtes particulièrement attachés. Au sein de la délégation Renaissance, de nombreux représentantes et représentants du MODEM y contribuent activement. Je vous remercie de m'avoir écouté.